Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin avec Pénélope. Salut Pénélope. Salut Martin, j'espère que tout le monde va bien sur le chat sur Twitch et merci sur YouTube si vous nous regardez en redifféré. Bonjour à vous également. On se retrouve pour le Tour du Monde Ludique, cette émission dans laquelle on revient sur les jeux qui sont arrivés en version française, qui vont arriver, qui sont annoncés en version française, en version étrangère. Ouais. Voilà, officiellement, on a vu des infos circuler. Parfois, on fait pas exprès, mais on anticipe les infos des éditeurs. Je me rends compte, ça fait plusieurs fois que de temps en temps, on dit un truc et le jeu, on l'avait pas annoncé encore. Mais oui, mais vous l'avez mis sur BGG. Donc nous, on le voit, on le dit. C'est une info publique en fait. Ouais, pardon, ça peut arriver. Enfin, pardon, non. On commente l'actualité, on essaye aussi de se créer des envies à nous-mêmes. En fait, on est les premiers spectateurs de ces émissions. Quand on cherche toutes les informations, c'est aussi pour nous passionner nous-mêmes, pour les attendre et pour avoir plaisir à surveiller les jeux qui vont sortir. Forcément, le partage avec vous et vous le partagez avec nous puisque vous êtes très nombreux à participer. Alors, en direct sur Twitch, cette émission est enregistrée en direct ou en différé sur YouTube également. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui lancent ces vidéos, qui les commentent. On va faire un petit tour sur quelques news également et on terminera avec la minute culturelle. On commence par quelques news. Ouais. Première news, une information. Alors, on commence par laquelle? Oui, peut-être la deuxième. On va commencer par les Diamants d'Or si tu veux bien, puisqu'on a eu le palmarès du Diamant d'Or. Je savais plus si on en avait parlé la semaine dernière, mais non, on n'en avait pas parlé. Non, parce que c'était dimanche. Et voilà. non, mais c'est parce que j'en ai parlé sur ma chaîne également, donc je m'embrouille un petit peu. Oui, le palmarès des Diamants d'Or est sorti avec des choses attendues, des choses moins attendues. On savait que Philharmonic serait au fond du classement, par exemple, parce qu'il a des retours... c'est assez drôle parce que c'est des retours mitigés. Alors, c'est une question que se posait d'ailleurs... j'ai pas mal de gens sur mon Discord qui se posaient la question de l'intérêt de présenter 8 jeux dans une sélection si c'est pour entendre beaucoup de mauvais retours sur le dernier et avoir l'insensation que du coup le dernier il aurait presque pas dû être sélectionné ou ça fait. Il y en a qui parlent de gratter les fonds de tiroir. Ça c'est le problème du classement en fait. Le fait de faire un classement crée forcément une première place, c'est génial, mais une dernière place c'est impossible. Et une dernière place sur 3 ça va, et encore que. Mais une dernière place sur 8, ça fait beaucoup, quoi. Ça, c'est sachant que par an, des jeux experts, il y en a une trentaine qui sort. Donc, ça fait... Bon, écoute, moi, je pense que c'est forcément positif pour les jeux, parce que quand tu annonces la sélection, les personnes qui suivent se disent « Ah, j'ai envie de faire les 8 jeux ». Moi, il y en a plein, des joueurs un peu experts qui se disent « Je veux vraiment avoir un avis sur ces jeux ». Donc, je vois pas où est la problématique par rapport à ça. Que derrière, il y a un classement. C'est pas grave, quand en finale des Jeux Olympiques, tu as quelqu'un qui est 8e, pour les sports où il y a 8 sélectionnés, le dernier, c'est un cas d'or, en réalité, c'est pas grave. Tout à fait. Il y a des gens dans le chat qui disent qu'ils veulent jouer aux 8 jeux en même temps. Oui, en même temps. Ça va être compliqué. J'ai pu en découvrir une bonne partie. Je vous avoue que mon autre surprise, c'est que je m'attendais pas du tout à Adas Dream en première place. Pas du tout. Et d'ailleurs, il n'était pas dans les pronos. Pour une fois que je peux... Et tu as joué, toi, à Adas Dream ? J'y ai joué il y a 2 ans à Essen. Et j'avais trouvé ça assez classique, en fait. C'est des mini-jeux sur un plateau. Ça divise le plateau en sections avec des mini-jeux. Et j'avais pas trouvé de mécanique particulièrement mémorable. Mais par contre, ça ressemble bien c'est de l'Eurogame pur, quoi. Voilà. C'est de l'Eurogame pur. Brut de coffre, avec plein de combinaisons, plein de combos, etc. Et je pense que c'est ça qui a plu. Mais du coup, ça m'a donné envie d'y rejouer parce que je suis peut-être complètement passée à côté. Je crois qu'il est assez clivant. C'est pas un choix qui était attendu. C'était pas du tout un choix qui était pronostiqué. Je crois que dans les pronostics, beaucoup voyaient Galactic Cruise qui se retrouve plus bas. Mais ça, par contre, je suis moins étonnée parce que... Oui, alors c'est pas du tout un mauvais jeu, Galactic Cruise. Moi, je trouve ça chouette. Donc tu vois, c'est là-dessus, parce que j'ai pas joué moi à Philharmonic, donc j'ai beaucoup plus de mal à en parler. Non, Galactic Cruise, c'est chouette. C'est juste que on a un peu l'impression d'avoir fait en 2 parties un peu le tour des sensations qu'on peut avoir et de comment on s'améliore. Il donne pas un défi, je trouve, suffisant. Peut-être que c'est ça qui lui a... Enfin, c'est mon point de vue. C'est pas du tout... je sais pas ce qu'ils se sont dit au diamant, mais... Pareil, je suis pas étonnée de le voir plus bas dans le tableau et je suis pas étonnée de voir Luthier plus haut que Galactic Cruise. J'ai joué à Luthier, j'ai trouvé ça super. Je sais pas si tu as joué à Luthier. Oui, j'y ai joué. J'ai trouvé ça vachement bien.
même si le livret de règles est... Waouh. En fait, C'est un gros jeu. c'est presque le plus... Enfin, de mon point de vue, il est presque plus léger que les autres dans la sélection. Pas encore joué à Recall. Sweetlands, j'adore. Est-ce que j'aurais voulu le voir dans le trio de tête? Oui. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Non. En fait, c'est une information que tu as en plus, Sweetland, tu savais déjà que tu l'adorais. Est-ce qu'on est des supporters de foot? Est-ce qu'on a envie que notre club remporte la Coupe de France? Évidemment. Mais est-ce que ça a de l'importance? Non, on soutiendra toujours l'équipe de foot. Non, Sweetlands aurait pu être dans le trio de tête, mais je comprends qu'il soit... Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est des choix et c'est un jury, donc c'est des votes. C'est tellement, tellement dépendant des gens, et je suis bien placée pour le savoir. Donc, moi, j'ai parlé avec des membres du jury qui ont adoré Adas Dream, donc moi, ça m'a plutôt donné envie d'y rejouer. Voilà, c'est ça le but. Fourmi, ça par contre, pas une surprise, super contente, c'est super, jouer à Fourmi. Je le voyais pas si gros, moi. Fourmi, j'ai l'impression que c'est un jeu assez léger dans cette sélection, et tu vois, il arrive assez haut. Tu as joué? Tu trouves gros? Bah oui, j'ai joué, bien sûr. Et quand même, pour moi, t'as vu les 70 iconographies? Ouais, mais alors ça d'accord, mais il y a une fluidité dans le jeu, il n'y a pas de moment où tu bloques. Tu sais, on sort quand même d'une période où on mettait Vital Lacerda comme le représentant du Diamant d'Or d'une certaine manière. Ce type de jeu très difficile à comprendre au niveau des mécaniques, à retenir plus exactement. La Fourmi, t'as aucune difficulté de mécanique, c'est vraiment simple. Ouais, mais je trouve que quand même il y a une belle profondeur, une belle envie d'y rejouer, et le jeu est pas facile à maîtriser du premier coup. Ouais. Donc il appelle il est rageant en fait. C'est un jeu, on va arriver à la fin, on va faire j'aurais voulu faire ça. En fait, c'est ça qui manque parfois dans certains autres jeux qui ronronnent un peu. Celui-là, il ronronne pas du tout. Et bon, Quayside, moi, c'est celui que j'ai le plus envie de jouer parmi la sélection, puisque j'adorais Keyflower. Et j'espérais que Quayside soit bien. Il est en haut, tout en haut. Ouais, il est assez haut. Il semble très bien. On avait Anne-Cat hier au chalet qui nous a dit qu'elle avait adoré ce jeu, et donc ça m'a donné envie aussi de le découvrir. Et oui, tu avais Anne-Cat. Vous avez pu parler un petit peu de la sélection ou pas du tout? On n'en a pas parlé en émission, mais on a pu parler, oui, en off. On vous diffusera tout le off bientôt sur la chaîne, évidemment, abonnez-vous. Ça n'a aucun sens. Non, mais voilà, une belle... ça reflète aussi une année. Hein, donc, ce qui est toujours drôle, c'est ça nous met à la fois dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire que là, on a presque... Enfin, je sais pas, c'est Sweetlands Galactic Cruise était sorti l'année dernière, et là, il n'y a pas encore en français Adas Dream, etc. Donc, c'est les jeux auxquels nous allons jouer cette année. C'est toujours intéressant de voir ce qui sera un peu peut-être les jeux majeurs. Et encore, il y en a d'autres qui n'ont pas été annoncés. Donc, oui. On a sur le chat Rachel qui nous dit « Oh non, il reparle des JO. » Et j'ai pas le droit de parler des JO. C'est vrai qu'on en a parlé toute la semaine. Moi, des je Jeux regarde Olympiques. ça en ce moment. C'est vrai, tu regardes? Ah ben, j'adore. C'est JO d'hiver, moi, j'adore. Non, il y a de la neige et tout, c'est super. Ah bah, c'est super. Ouais, c'est parce qu'on a beaucoup parlé des biathlètes, et notamment aujourd'hui les compétitions de biathlon. Attention, loupez pas, c'est vraiment mon sport favori, vous le savez. On a parlé des histoires de Lagrid, je sais pas si tu as suivi, qui a juste après avoir gagné sa médaille de bronze, il s'est excusé pour son infidélité. Mais non. On a trouvé ça curieux, ça provoque plein de réactions et d'émotions sur les gens en parlent, en discutent, même sur notre chat. Et du coup, je voulais quand même revenir dessus. C'est bizarre quand même de mélanger tout. Oui, c'est très bizarre. On sait pas quoi en penser, mais alors Rachel qui me dit il parle tout le temps des JO, elle me parle que de ça. Dès qu'elle me voit, elle me dit j'ai revu ses déclarations, j'ai été voir des vidéos YouTube. Et elle est beaucoup plus à fond que moi. Alors pour Rachel, quand même, je voudrais vous lire sa dernière déclaration quand même, parce que c'est important ce qu'il nous raconte, la Grid, qui va concourir. Alors, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être les femmes aujourd'hui, je sais plus. Il nous dit Oxa et der Genville, det, Kanks ik, c'est pas dingue. Je suis pas sûr de l'accent, parce que j'ai pas l'habitude de lire le norvégien. Non plus. Voilà. J'ai pas tout compris. Ton accent n'est pas très bon. Fortre Meneter, Siden Gjork. Et c'est là-dessus, on peut pas le contredire non plus. Non. Tu vois, parce que. On le comprend. Ouais, c'est quand même une situation qui est compliquée. Je pense que c'était important de donner la parole aux acteurs. Oui, on reviendra évidemment dessus dans nos prochaines éditions, parce que ça nous intéresse, contrairement à ce que disent les inconnus. On parle pas du tout de sport. Ah si, ça nous regarde beaucoup. Cela nous regarde complètement. Voilà. C'est passionnant. On continue ces actualités avec alors une news qui a défrayé la chronique. Ouais, la chronique, ouais. Voilà. On va pas être laconique, mais
Oui, On parle de Rodney Smith, donc c'est le fondateur et l'animateur ouais, de la chaîne YouTube Watch It Played, qui est une chaîne hyper importante, hein, parce que c'est hyper souvent ces important. vidéos-là qu'on retrouve sur BGG, qui nous expliquent les jeux de société, qui nous les présentent Extrêmement plus bien faite, hein. particulièrement. C'est des Vraiment, vidéos qui c'est sont du Ouais, c'est ah j'adore. essentiel dans l'explication et la mise en avant des jeux de société. C'est des vidéos qui sont sponsorisées. Enfin, Sponsorisé complètement. c'est pas le bon terme sponsorisé. À chaque fois, j'ai envie d'utiliser Non, les bons alors, c'est termes vraiment et des les gens me vidéos, reprennent. Non, sur c'est de la rémunérées, ça prestation de dépend. service. C'est de la prestation, ouais. Non, mais c'est pas la même chose. Une vidéo sponsorisée, t'as un sponsor au début, la vidéo parle d'autre chose. Tu Ouais. vois, t'as Revolut, je sais pas quoi. Ça, c'est sponsorisé. Si on veut vraiment s'intéresser au sens des mots. Avec des Et tarifs assez élevés, de ce que j'en sais. sur Watch It Played, Ah ouais. Ouais, c'est costaud. forcément. Mais faut dire qu'une vidéo Watch It Played, c'est Là, un c'est le vrai sujet, ouais. c'est un vrai nombre de vues assez énorme et surtout, c'est vraiment on voit qu'il y passe énormément de temps, qu'il a la possibilité de le faire parce qu'il y a des plans, des inserts, c'est au cordeau, quoi. C'est assez Ouais. impressionnant. Bon, voilà. Et Un peu c'est moins bien qu'un monde de jeu, mais c'est. non, c'est un peu moins bien, mais il fait ce qu'il peut. Et moi qui effectivement regarde, enfin il a un anglais qui est en plus très, facile à comprendre, très bien articulé. C'est bête, mais ça compte. Alors, Et mon anglais est facile à comprendre. C'est pas les ouais, bons accents, mais on ouais. comprend bien ce que je dis. Bah, si vous cherchez des jeux qui ne sont pas chez un monde de jeux, vous pouvez aller voir la chaîne de Voilà, Watch It Play. éventuellement, dans dernier recours. Bon, Mais on voilà, revient sur l'actualité. Donc, il a fait un communiqué ouais, pour parler de sa collaboration avec Chase Marler, ouais. propriétaire de la chaîne Game Night Pix. Ouais, alors gros communiqué qui fait écho à ce dont nous on vous parle depuis quelque temps, parce que tout simplement Rodney Smith a découvert, il travaillait avec Chase Marler de cette chaîne et il a découvert que, il avait des pratiques publicitaires jugées non éthiques envers les éditeurs, c'est-à-dire, en gros, il, payait pour avoir des vues, pour avoir des abonnés sur la chaîne et d'ailleurs, c'est, impressionnant. Il a mis, il a vraiment fait tout un document PDF très long pour expliquer Oui, l'impact que ça a. Je te l'ai fait passer d'ailleurs, mais il dit: «Les vidéos étaient à 36 000 vues en moyenne», mais il s'est rendu compte que 90 des spectateurs quittaient la vidéo avant que la publicité ne soit diffusée et donc que 90 des spectateurs étaient des faux, des vues complètement gonflées, et donc il cesse sa collaboration, il s'en va, il travaillera plus avec lui, il travaillera que sur sa propre chaîne alors, et attends, parce je que l'explique juste quand même parce que défaut, c'est pour que les gens comprennent bien ce dont on ouais, est en train de parler. Simplement, c'est vraiment les donc il a travaillé publicités avec une autre YouTube. chaîne et sur cette autre chaîne qui existe toujours et qui continue à faire des vidéos évidemment, sur cette chaîne, les vidéos sont portées par de la publicité, c'est-à-dire que cette personne, donc pardon, j'ai oublié son nom, Chase Marler, paye pour que sa vidéo soit vue. Voilà, c'est les Alors, on ne promotions sait pas YouTube. comment, hein, forcément, mais apparemment c'est de la promotion YouTube. Donc c'est pas la pire des promotions, mais c'est une promotion quand même. On pourrait se Oui, dire c'est légal, on a le droit, évidemment, on a le droit, c'est parfaitement légal. Le souci, et ce que dénonce Chase Marler, c'est que c'est pas c'est pas dans le contrat qui est signé, et notamment lors de leur collaboration avec lui. Les éditeurs qui payent pour que leurs vidéos soient vues, ils ne payent pas pour que, ou alors faut qu'ils soient d'accord en fait. Faut en parler avec les éditeurs. Ils ne payent pas pour que ce soit pas des vraies vues, ce soit pas le public cible et que les chiffres soient faux en réalité. Donc exactement, ce sont des chiffres qui sont un peu mensongers de par la nature de ce contrat. exactement Et et il parle puis d'ailleurs de possibilité de porter plainte pour les éditeurs, parce qu'il y a tromperie sur la mais marchandise. oui et le alors c'est un vrai sujet sur lequel il faut commencer enfin, il faudrait beaucoup communiquer auprès des éditeurs. Moi, je le fais de mon côté parce que les éditeurs pensent souvent de façon naïve que si c'est de la promotion YouTube, c'est des vraies vues et que, c'est pas grave si la chaîne paye pour avoir des vraies vues. Or, ça n'est pas le cas et là, il le montre très bien dans le fichier, dans le dossier pour dire: toutes ces vues, ce sont des gens qui ne regardent pas la vidéo, ils vont la voir à peine une demi-seconde, à peine une seconde. C'est de la vue, évidemment, que YouTube, vous vend, donc c'est des affichages automatiques en début de souvent d'autres vidéos et mais elles n'ont aucun impact sur les ventes, Ouais. sur les vues, sur l'éditeur, aucun impact positif. Ça va être que de la vue vide et donc vendre des chiffres qui ne vont pas avoir un réel impact, c'est vraiment
presque c'est non éthique et c'est de la concurrence déloyale surtout. Alors, Et ça, il y a c'est une l'aspect évidence concurrentiel déloyal. Après, envers les chaînes qui ne le pratiquent pas et qui vendent parce que je rappelle que les vidéos sont vendues. Donc, je serais plus léger, moi, sur l'histoire de concurrence déloyale, parce que tu as tout à fait raison, en fait. Il y a un marché et forcément, les annonceurs choisissent en fonction de ceux qui ont le plus d'incidence. Mais la question de la concurrence déloyale, on n'est pas sur quelque chose d'illégal. C'est ça qui est très important. Il faut insister dessus. Donc, en fait, les gens font ce qu'ils veulent. Il y aura pas de problématique. YouTube n'est pas con. Au contraire, ils sont ravis, YouTube, on les paye. C'est pas ça le problème. Voilà, il n'y a pas à partir du moment où c'est clair, il n'y a pas de problème en soi. Là, je vois Dolmore qui nous dit la chaîne Legend, c'est un bon exemple, en fait, c'est bien parce que faut que vous compreniez ce dont on parle, c'est intéressant et c'est un sujet. Et il s'agit pas de mettre des gens en pilori, c'est pas du tout ça. Mais c'est un sujet qui mérite d'être abordé. La chaîne Legend que vous connaissez peut-être, qui fait des interviews, facture ses interviews 79 000 €, nous dit Dolmore. Je crois que c'est 72 000 déjà. Et après, de mémoire. Hein. Et après, il facture les interviews business. Essentiellement, quand vous voyez Legend Business, c'est pas forcément les mêmes que quand vous voyez des vidéos où il y a Nicolas Sarkozy qui a beaucoup fait parler, hein, qui est passé sur cette chaîne, ou François Hollande récemment. Faut toujours citer deux marques. Voilà, on est bon, on a les deux côtés. Donc ces interviews sont très vues et forcément quand ils font une émission business, on voit que ça fait beaucoup de vues aussi. On ne sait pas si c'est des vues qui sont sponsorisées ou pas, mais sans doute que sur ces 72, j'en sais rien, hein, c'est pas du tout une info que je donne, mais peut-être que sur ces 72 000 €, il y en a une partie où ils ont pris de l'argent pour payer YouTube, pour que ça fasse des vues, pour que ça soit mis en avant, et c'est peut-être ce que les personnes qui se déplacent pour aller dans cette émission pour promouvoir leur marque recherchent. Et là, il n'y a pas de problème dans ces cas-là. On est sur de la communication, on achète de la pub avec une belle image de pub et cette pub, on la met en avant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là-dessus, on le sait vraiment pas. C'est sûr que moi, et je le constate à notre échelle à nous, qu'il y a des vidéastes qui sont passés de 2000 vues sur une vidéo à 35 000 vues de façon régulière, sans que ça change leur nombre de likes, sans que ça change le nombre de commentaires. Mais il n'y a pas de problème si c'est clair. Je veux dire, si c'est évident pour tout le monde. Si c'est annoncé aux éditeurs et si c'est annoncé aux gens aussi, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut être transparent envers les gens qui consomment les vidéos, parce que ça fait partie c'est quand même, on le sait, c'est-à-dire que même si c'est pas illégal, on le sait que le nombre de vues va participer à t'as vu, cette chaîne elle marche hyper bien, on va la suivre parce qu'elle marche hyper bien, etc. Et tiens, on a Monsieur Fall dans le chat qui dit: le souci de cette pratique, c'est que cela pousse YouTube à faire de la rétention d'audience afin de faire payer le créateur de contenu pour toucher son public. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le souci en plus de cette pratique, c'est que ça va intensifier le phénomène de on va quand ça casse les stats en fait. Ces chaînes ces vidéos qui alors sont ça, oui, c'est un truc effectivement. Voilà, ces vidéos qui sont rémunérées pour avoir qui sont promus ont des stats complètement cassés et du coup encore moins de vues organiques et du coup deviennent dépendantes du système de YouTube et deviennent dépendantes de la publicité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube n'est pas un ange. YouTube, son but, c'est de se faire de l'argent. Et donc, s'il peut en récupérer, il le récupère. Mais voilà, il y a plusieurs sujets là-dedans. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et je veux pas du tout qu'on annonce des choses qu'on ne sait pas. Ici, je sais pas du tout parce que je vois Rachel sur le chat qui nous dit les personnes payent des vues low cost et pas celles de YouTube c'est encore, tu vois, il y a différentes façons de payer les vues, de truquer les vues d'une certaine manière des vidéos, soit en allant directement sur YouTube pour que la vidéo soit mise en avant par YouTube, soit en utilisant parfois des systèmes, il y a des sites chinois qui proposent de vous donner plein de vues en plus à très bas prix. Dans ce cas-là, c'est pas des personnes, c'est des robots ou ça n'a aucune valeur. C'est des farm bots, des gens dans des pays éloignés qui cliquent et qui sont payés pour cliquer toute la journée. Mais on ne sait pas. Donc je veux pas du tout qu'on s'amuse à dire n'importe quoi sans savoir. On n'a pas accès évidemment à toutes ces informations-là. Et à la limite, je crois qu'on s'en fout. Ah, mais Rachou a raison. À 36 000 vues, tu le sais. Les gens ont gagné au loto. Moi, je m'en fous pas. Je considère qu'à partir du moment où on a où ils savent qu'ils ont des collègues, des gens en face d'eux qui travaillent de façon clean et qui vendent des vidéos et qui vont faire les mêmes tarifs, c'est de la triche. Pour moi, c'est de la triche qui est autorisée par YouTube, certes, mais c'est pas parce que c'est autorisé par YouTube qui veut se faire des sous et qui lui il s'en fiche de l'éthique, il en a rien à fiche, que nous, on ne doit pas faire attention à ça. Ça, c'est une évidence. Et c'est ce que Rodney Smith accuse, en fait, et met en lumière. Et donc, lui,
il avait une double raison en plus, c'est que travaillant avec ce monsieur, Ah bah oui, trop pris. Là, on il a eu est sur très une peur qu'on situation plus pense que complexe. lui-même utilisait C'est cette ça. pratique. Et donc, Et c'est ça qui m'intéresse aussi, moi, parce que effectivement, moi, je suis plus sur ce plan-là. C'est ça qui me passionne. Il y a Pierrot sur le chat qui nous dit, j'ai pas suivi cette histoire, ça a l'air d'être un vrai sujet. Ben, Pierrot, parmi tous les youtubeurs francophones qui font des vidéos YouTube, je pense que j'ai du mal à mesurer, hein. Je parle de ceux qui sont rémunérés. Ceux qui sont rémunérés, ce qui est notre cas, hein, sur un monde de jeu, les vidéos qu'on réalise, on en a fait avec Pierrot, on en a fait avec pas mal d'autres personnes. Les éditeurs, et c'est marqué, il y a des collaborations commerciales, nous financent pour qu'on puisse monter ces vidéos et les diffuser. Ben, parmi tous ceux qui le font, j'ai du mal à évaluer la proportion de ceux qui payent des pubs pour les mettre en avant, mais j'en vois 4, 5 qui le font. Oui. Et il n'y a pas tellement de youtubeurs qui s'amusent à faire ce type de vidéos. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette question-là, l'image qu'on a de nous-mêmes. En fait, c'est ça. Parce que derrière, vraiment, les gens font ce qu'ils veulent. À la limite, je vais pas dire que je m'en fiche, c'est pas ça, mais je m'en fiche par rapport à moi, c'est par rapport à ce que je fais. Mais j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais. J'ai besoin que les vidéos d'un monde de jeu, ça soit pas de la publicité. Je n'ai pas envie de me dire je suis un réalisateur de pub. Mon métier, et vous le savez si vous regardez cette chaîne, c'est le cas pour toi aussi, c'est de partager des moments avec les personnes que l'on reçoit. Alors oui, ils nous financent aussi parce que sinon on ne pourrait pas le faire. On les reçoit chez nous, ils dorment au chalet, ils sont là, on passe la journée avec eux, on a des employés, on ne pourrait pas le faire. Donc on est obligé de faire financer ces vidéos, on n'a pas le choix. Mais par contre, derrière, je crois en ce que je fais. C'est-à-dire que je suis content de recevoir les gens. Et c'est important pour moi que ceux qui regardent les vidéos, quand on voit des chiffres, en ce moment on trouve que la période est dure sur YouTube, on a plus de mal à faire des gros chiffres et ça, des fois, ça nous frustre un peu, mais en même temps, c'est des vraies personnes qui nous suivent, qui participent sur la chaîne, qui participent à la boutique, qui nous financent, qui s'abonnent, qui nous permettent d'avoir aussi de donner du sens à tout ce qu'on fait. Et alors, tu le sais, on en parle tout le temps, Pénélope, des fois, il y a certains formats sur lesquels on s'est dit, j'ai pas trop compris ce que je faisais là. J'ai l'impression, dernièrement encore, hier, je t'ai partagé des vidéos qu'on a faites, sur lesquelles je suis hyper déçu, qu'on va peut-être pas diffuser, et où je te dis, là, j'ai pas compris ce que je faisais. En vrai, je fais n'importe quoi et ça m'intéresse pas. Et oui, je sais. ouais. Et d'autres fois, tu vois, hier, on recevait Explorate, on discutait avec eux, on présentait leur jeu, les 10 ans, les 8 ans de la boîte. Et ça me passionne parce que je vous montre les acteurs, c'est ça qui m'intéresse. Si on met du fake par-dessus avec des fausses vues, j'ai l'impression que ce que je fais n'a pas de sens et que ce que je diffuse n'intéresse personne parce que 90% des vues sont fausses. Je veux pas ça. C'est ça qui m'interpelle particulièrement. Que d'autres le fassent, je m'en fiche, mais que ça mette tout le monde sur le même plan, ça me pose problème. Oui, et puis tout de même, l'espoir d'un monde de jeu, c'est quand même d'arriver à vivre de son métier. Et quand les règles quand les dés sont pipés, ça devient difficile de vivre de son métier. Ça reste pour moi quelque chose d'évident. Ou alors, on se met tous d'accord, tous les youtubeurs, et on paye tous, et on a tous 35 000 non, vues. j'ai pas les sous. Ça n'a plus aucun sens. Les chiffres n'ont plus aucun sens pour personne. Et ça marche. Mais oui, je vois Pierrot sur la Lune qui dit, mais les gens sont dupes. En vrai, nous avons parlé. Moi, j'ai parlé à des éditeurs qui ne s'en rendaient pas compte du tout, qui continuaient et qui même ont été attirés par les chiffres. Et quand je leur dis, surveillez les chiffres, ils sont pas tous bons, tombent de leur chaise. Et ça ne change pas forcément leur comportement. Parce que c'est deux métiers très différents. Mais oui, pour moi, ce qui est quand même très révélateur d'un problème, le problème révélateur, c'est le fameux ne regarder que le nombre de vues. C'est-à-dire que ne regarder que le nombre de vues, c'est pas du tout un bon réflexe. C'est-à-dire qu'il faut regarder le nombre de likes, le nombre d'interactions, aussi les actions dans le monde réel. Je veux dire, par exemple, un monde de jeu couvre l'événement sur Cannes, tout impact autre que juste ce nombre de vues, la qualité des vidéos, la qualité du matériel, la qualité des propos, tout ça c'est important. Et je trouve que parfois c'est pas assez pris en considération par rapport aux fameux chiffres du nombre de vues. Voilà. Ouais, et puis je suis un romantique, moi je pense toujours à moi, j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, j'ai besoin de me dire c'est chouette, et puis à la fin de la journée avec l'équipe se dire hey les gars, on a les filles en l'occurrence, on a bien travaillé et c'est la direction dans laquelle on va, elle me plaît, ça m'excite, j'ai hâte, tout ça c'est important pour moi, donc c'est même pas une question de faire la morale, je suis pas du tout comme ça en réalité. Je lisais Barracuda qui nous dit sur le chat, admettons qu'il soit dupe, ça change quoi? Mais tu sais qu'il y a des éditeurs qui sont venus au chalet, on leur a expliqué ça en disant c'est bizarre quand même, est-ce qu'il faut faire ce genre de choses, et qui nous ont dit mais moi ça me dérange pas.
Si je vais voir quelqu'un et qui paye pour mettre en avant le jeu dont je parle, moi c'est tout ce qui m'intéresse, j'achète de la pub. Donc, Oui, et enfin. c'est ça qui me pose problème personnellement, parce que moi ça me file le cafard en réalité. Oui, le Je me dis problème, c'est ça, c'est qu'il va le prendre chez l'autre quand on a 35 000 vues et plus chez toi. Et ça, c'est ça qui est Non, on n'en est même problématique. pas là, mais bon. Ah, ça va finir. En fait, si on ne fait rien et si on ne dit rien, si on en fait, c'est juste de l'information. On leur demande pas de plus juger, on leur demande d'être au courant et de choisir en étant au courant. Quand ils sont au courant et qu'ils font des choix comme ça, peut-être ça évoluera avec le temps, on ne peut rien faire, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Mais tu sais que ça a changé un peu la ligne de un monde de jeu, ce problème-là, parce que depuis la venue de Monsieur Fall, que je vois sur le chat aussi, depuis sa venue parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de tout ça, en décembre, on s'est dit que sur un monde de jeu, on allait axer essentiellement autour de cette matinale et des passages au chalet. Donc de plus en plus, je dis stop aux visio et à ce genre de choses pour pouvoir avoir du vivant, du vécu, de l'expérience des éditeurs qui se déplacent, parce que pour moi, là, je vois le sens immédiatement et je comprends ce que je fais. Et alors que sur d'autres contenus qu'on a beaucoup fait par le passé, c'est-à-dire enregistrer des vidéos de présentation d'un jeu sans recevoir d'invités, je me demande, j'ai moins d'évidence. Alors parfois les jeux nous passionnent, donc on le fait, mais je vois ce qui m'intéresse le plus. Oui. Enfin, moi, c'est une question à laquelle je m'attache en ce moment pas mal. Je peux sembler un peu enflammée, mais parce que je pense que c'est un moment où il faut au moins être dans l'information à ce niveau-là, un peu. D'ailleurs, on le voit, Rodney Smith, il n'a pas pris de détour, ça a créé un séisme sur YouTube. Et quand je dis séisme, je mesure à peine mes mots. Il y a eu un nombre de vidéos React hallucinant. Sa propre vidéo, je pense qu'il l'a dépubliée parce qu'il y avait trop de commentaires, trop de réactions, trop de tout. Il a laissé en ligne le document qu'il avait produit. Ou alors on l'a menacé de procès, c'est très procédurier, les États-Unis, il a peut-être pas envie de ça non plus. Il y a ça aussi, et ça on n'en sait pas plus, mais ça a été, je pense que ça va créer un précédent aussi dans la façon de voir les choses. C'est parce que ce qui est normal, c'est oui, ces pratiques, tu es libre de le faire, mais les autres sont libres aussi de dire lui, il utilise ces pratiques-là. C'est pas, ça devrait pas être quelque chose qu'on a honte de signaler et de pointer du doigt, parce que voilà, c'est tout. Et je trouve que Rodney Smith a été courageux sur ce coup-là. Et il a fait ça très bien. Bon, voilà, c'est une petite information parce que c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe sur le microcosme YouTube. On va repasser sur les jeux, peut-être avec ceux qui arrivent en version française. On va commencer par ça. C'est parti pour le tour du monde ludique. Plus sympa. Les jeux qui arrivent en version française. Donc on commence par celui-ci, on avait déjà parlé, le jeu de Danny Garcia, Coming of Ages. Tout à fait. Alors oui, on en a déjà parlé plusieurs fois, et Ludonova officialise, enfin ça y est, on sait qu'il y aura la version française. Ludonova étant l'éditeur espagnol, si je dis pas de bêtises, qui fait aussi les versions françaises des jeux. Et donc je ne sais pas qui va distribuer le jeu, mais il arrive en version française en France. Voilà. Coming of Ages, qui est un jeu de Danny Garcia, un auteur qui a été vraiment plébiscité ces dernières années, même s'il a un style particulier, et c'est illustré par Edu Valls. J'adore les illustrations de ce jeu. C'est très, très, très singulier. En fait, je sais pas si je trouve ça. En fait, c'est of age, il n'y a pas de S à la fin. Ouais. Alors, coming of age, je crois que c'est une expression qui parle, qu'on me contredise dans le chat si je dis une bêtise parce que je suis pas bilingue, mais qui, en fait, c'est un peu l'adolescence. Et c'est de passer de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, dans ce jeu, vous allez jouer justement ce qui est un vrai jeu, enfin, pas un vrai jeu, un jeu costaud, un jeu expert, dans lequel vous allez avoir au début moins d'action parce que vous êtes un enfant, moins de possibilités, puis vous allez grandir, et plus vous allez grandir, plus vos possibilités vont se multiplier, et le but c'est de vous développer intellectuellement. D'ailleurs, votre plateau personnel représente votre crâne avec plein de pistes à l'intérieur, et j'aime beaucoup l'idée. Il y a un système de sélection, enfin vous allez jouer sur des lancers de dés et placements de dés, ensuite sur des actions, mais au début vous commencez avec un tout petit panel de choix, et ça va s'agrandir, et j'aime bien l'image thématique du jeu. Je n'ai aucune idée de s'il est bien ou pas. J'ai pas des retours uniquement positifs. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, parce que Danny Garcia, vu que j'aime pas trop ces jeux d'habitude, je me dis peut-être que là, peut-être que celui-là, si
il est moins aimé, peut-être que moi je vais l'aimer beaucoup. Ouais. Donc Tu sais bizarrement, qu'il j'ai paye hyper ses envie d'y joueurs, jouer. Danny Et Garcia. j'ai la boîte. J'ai une boîte de Coming of Age, donc je vais essayer d'y jouer là Ah ouais, rapidement. t'as la boîte, tu l'as acheté à Essen? Ouais, je l'ai acheté à Essen, tout à fait. Celui-là, C'est je l'ai marrant, acheté à Essen. tu achètes les jeux, parce que ça fait un moment que tu me dis je suis pas très Danny Garcia, mais tu achètes Ouais. quand même Ah non, mais quel moi je suis professionnalisme. alors déjà, premièrement, je veux toujours voir si mon avis change en fonction d'un enfin quand tout le monde aime quelque chose et qu'on est le seul à pas l'aimer, on se dit: «C'est peut-être moi le problème». Moi, c'est souvent ça et donc à chaque fois, je réessaye et là, je trouve le thème me plaît énormément. C'est clairement au niveau visuel et thématique, c'est mon préféré depuis le début de Danny Garcia. Après, est-ce que le jeu sera bien? Je ne sais pas. On n'est pas à une contradiction près, dit Rémi dans le chat. C'est vrai que contradiction, c'est mon deuxième prénom. Aussi, Ah. ça fait beaucoup. On Ouais. continue avec Microloni, qui est un jeu de Sébastien Castano et Franz Kuderk, qui est illustré par Guillaume Tavernier, et dont on aperçoit un premier Ouais. visuel de ce Premier jeu. visuel. Alors, pour l'instant, j'ai qu'un visuel à vous proposer, qui a circulé sur les réseaux et sur Board Game Geek. Le jeu sera, à première vue, présenté à Cannes en avant-première. Donc, pas du tout dispo, hein, mais présenté à Cannes. Alors, la fourmi est à la mode. On a eu les abeilles pendant quelques temps. C'est le Beaucoup deuxième, de jeux sur les abeilles. Là, on a plein de jeux sur les fourmis. Oui, mais c'est juste, il y a Fourmi qui est sorti effectivement l'année Oui, dernière. mais on attend aussi le retour de Myrmes, si je dis Myrmès, si je dis pas de ouais. bêtises. Et j'en ai entendu un autre encore, normalement. Donc non, il y a du jeu de fourmis en ce moment. Et en plus, alors toujours, là c'est deux jeux experts qui se suivent, fourmis et Microlonies, différents, puisque là nous allons avoir des plateaux de fourmis qui représentent des colonies de fourmis qui sont asymétriques avec leurs propres caractéristiques. Il y aura un grand terrain central. Je pense qu'on va pas tellement faire ce qu'on faisait dans les autres, c'est-à-dire développer sa fourmilière, mais beaucoup plus jouer sur un grand plateau central. On le voit d'ailleurs un peu sur la couverture, que ça va surtout se jouer sur la conquête de territoire, l'espace, interagir avec le terrain. Il y aura notamment une termitière, on la voit en image, on la voit en dessin sur la couverture, qui sera au centre du plateau, qui sera un espèce d'enjeu tactique et stratégique autour duquel le jeu va beaucoup tourner. Et on va jouer avec les caractéristiques de nos fourmis pour un petit peu, je pense, dominer ce territoire devant nous. Alors, c'est un thème, les fourmis, sur lesquels c'est assez logique les développements qu'on peut faire en termes de jeu. Moi, j'ai joué. J'ai trouvé ça très chouette, ce Microloni. Ah, tu y as joué? Ouais, bien sûr. Mais dis rien. Je dis rien parce que j'ai pas eu le temps d'en placer une. Sinon, j'aurais dit plein de trucs. non, c'est très chouette, c'est très fluide. On est directement dans la partie et franchement, on a passé un bon moment de plaisir avec Rachel et on n'a qu'une hâte, c'est d'y rejouer. Voilà. Martin qui met 1 point. Tisseur de rêve qui dit que tu as 1 point. Oui, bon, d'accord. Mais voilà, il a dit tout ce qu'il avait à en penser. Il a dit c'était bien. c'est pour me vanner. Oui. Après, en fait, sur la mécanique, j'ai joué il y a un petit moment maintenant. J'ai un souvenir très précis du plaisir qu'on a eu, surtout sur la fluidité des règles, tu vois. Le fait qu'on t'explique les règles, t'es dans la partie et c'est ces jeux dans lesquels t'es concentré directement sur le truc avec, j'attends mon tour avec impatience parce que je vais essayer de faire ça. J'ai urgence à faire ça. Et comme tu le dis, il y a pas mal de jeux sur les fourmis, donc je ne vais pas m'amuser à vous faire des descriptifs de règles là tout de suite en présentation parce que je vais avoir peur de les mélanger. Mais on aura l'occasion de vous en reparler très rapidement. Ok. Et ben moi j'ai hâte. Et puis j'aime bien l'illustration de la couverture de Guillaume Tavernier. Je trouve que c'est chouette. Enfin ça donne envie quoi. Moi j'en ai vu plus. On continue avec le. Alors, je t'en prie, parle de tous les jeux suivants. On continue à vous présenter à vous faire voter pour les jeux. Donc, vous vous connectez sur omdj.fr et vous nous indiquez votre degré d'attente sur ces jeux auxquels forcément vous n'avez pas nécessairement joué pour l'instant, mais que peut-être notre présentation vous a titillé, créé des envies. Pixie Game. Oui, alors j'ai oublié de mettre le 4e nom, mais il y a 4 jeux qui ont été annoncés en français chez Pixie Game, là, dans une espèce de grand mouvement de signature. Et il y en a 3 dont on vous a déjà plusieurs fois parlé, et un qu'on découvre tous ensemble. C'est très rapide, qui sortira en juin 2026. C'est un jeu d'ambiance, un tout petit jeu dans lequel j'aime bien l'idée, à voir comment ça fonctionne.
Mais en gros, vous allez tirer un nom de un sujet à dessiner, vous allez le montrer à tous les autres joueurs autour de la table, sauf vous, et ils vont devoir dessiner le plus vite possible ce qu'il y a sur la carte. Le premier à finir prend un jeton qui dit qu'il sera le premier à présenter son dessin, et si vous devinez ce qu'il a dessiné, il a gagné la manche en cours. Ça veut dire en fait, faut dessiner très vite, mais il faut quand même qu'on comprenne ce qu'il y a sur le dessin. Donc, c'est vraiment typique jeu d'ambiance. Je sais de source sûre que ce ne sera pas ce visuel. Ouais. Je peux pas, je suis pas sûre que j'ai le droit de dire qui sera l'illustratrice, mais je le sais. Bah, tu l'as marqué sur la fiche, donc je sais pas si c'est. Ah bon? Bah, je sais pas, sur la fiche là qui est sur un monde de jeu, c'est noté Mélodie Leblond, donc je sais pas si c'est la vraie info, mais. Je crois pas que c'est moi. Ah ouais, bah écoute, nous on l'a marqué. Donc on est au Bah, courant sans que tu nous l'aies dit. C'est moi qui. Ah, c'est Rachou qui l'a marqué, donc elle avait l'info. Ah, Ouais, bah, d'accord. c'est Mélo qui va faire le visuel de la version française, effectivement. De source sûre, ouais. C'était jamais. Mais en fait, je sais pas à quel point c'était officiel ou pas. Donc, merci Rachou de rendre la chose officielle. The Voynich Puzzle, très gros jeu expert de Danny Garcia. Eh ben, je l'ai bien aimé, lui, tu vois. Moi qui dis tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai joué avec Tisseur de rêve qui est dans le chat et qui dit que lui, il a détesté. Donc, c'était vraiment très clivant. Mais j'ai pas détesté du tout. Moi, c'est un jeu à mini-jeu sur le plateau avec des mécaniques un peu originales. J'ai trouvé que c'était pas désagréable et plutôt bien organisé. Donc, on en reparlera quand ça sortira. Oliva, qui va arriver début 2026, de Rolla et Costa, je crois, les auteurs, auquel je t'avais fait jouer, mais à la version originale qui n'était pas dépourvue de défauts éditorialement, dans l'ergonomie, etc. Je sais que Pixie veut retravailler là-dessus. Donc là, j'ai hâte de voir comment ils vont retravailler là-dessus et comment sera améliorée la version française. Parce que je crois, on le signe, mais il faut changer ça. Et donc, j'espère qu'il y aura un retravail sur la règle, notamment, qui n'était pas toujours très clair. Oui. Mais c'est un petit jeu de cartes, de gestion de ressources d'une certaine manière, mais petit jeu de cartes très simple, deck building, et avec ces fameuses ressources, parce qu'on fait de l'huile d'olive. Ouais. C'est un deck building avec un système assez original, que les cartes qu'on a jouées vont avoir une puissance différente en fonction des cartes qui ont été jouées chez nos adversaires durant le tour précédent et qui sont toujours visibles sur la table. C'est assez malin. Il y avait des petites imperfections à corriger. On verra comment ça sera fait. Et nous avons Movers and Shakers. Alors ça, j'ai hâte. On en a déjà parlé ici aussi. Tu sais qu'il vient d'arriver sur BGA. Ça donne envie, en fait, de se dire, allez, on se réunit, on fait une partie BGA pour le découvrir ensemble. Sur BGA. Ouais. Parce que là, on en parle, il n'est pas en français et on peut déjà y jouer sur la plateforme. On ne le fait pas, nous, sur notre chaîne. On ne joue pas sur BGA, mais des fois, ça me titille un peu de dire, allez, hop. Et je ne sais pas si en fait, il n'y a aucun intérêt à reposter ce genre de vidéo, mais pour des séquences de partage, de vivre ensemble, ça serait possible de jouer à ce genre de choses. Tout à fait. Movers and Shakers, il vient juste d'arriver avec d'autres jeux dont on va même parler aujourd'hui. Et plein. Je trouve qu'en ce moment, BGA, vraiment, il n'y a que des arrivées de jeux où on se dit « Ah, j'ai trop envie d'y jouer !» On a envie. Et moi, j'ai pas du tout ce créneau. Il n'est pas prévu dans mon emploi du temps allez, je me mets sur BGA. On a un petit peu. Ça a été notre partenaire pendant longtemps. BGA, ça allait moins, donc je surveille moins ce qui se passe sur le site machinalement, parce qu'on est concentré aussi sur le travail qu'on a à faire. Et de ce fait, je me rends compte que je joue plus à grand chose de nouveau. C'est bête, des fois, il faut trouver des bonnes raisons pour se concentrer, alors que j'aimais bien ça, surveiller tout ce qui se passait avant. Ça fait partie des choses de ma checklist où je me dis, j'ai envie de revenir à ces moments de plaisir que j'avais et que je n'ai plus aujourd'hui. Et oui, il y a Lodge qui vient d'arriver en bêta. Lodge, en plus. J'ai super envie d'y jouer. Je ne fais plus les tournois de mon propre Discord, c'est triste, nous dit la Marina. Les tournois, je les ai initiés pendant un certain temps, et là, effectivement, c'est une question de temps. Moi, je ferais tout. Si je pouvais jouer avec tout le monde à tous les jeux, je le ferais. Mais c'est pas triste du tout, c'est un choix, parce que je fais d'autres choses à la place. Le jeu suivant, là, c'est juste moi qui suis super contente. Officialisation de la version française de Magical Athlete. Je pense qu'on dit ça en anglais, qui arrivera chez Yellow. Magical Athlete, c'est cette espèce de... Alors, Magical Athlète. Parce que moi, j'ai entendu un slip magique, là. C'est tout ce que j'ai... Magical Athlete, c'est le jeu qui est en haut. Alors, il y a d'autres jeux qui ont été annoncés. D'ailleurs, il y a un jeu qui me turlupine, si je puis me permettre. Lost Cities Duel. Sachant que Lost Cities...
était un jeu à 2, donc je Mais il a pense. déjà, ça c'est une réédition. Lost Cities Duel, il a déjà existé ce jeu, non? Ah, ben, moi je connais Lost Cities, Bon, il y a eu qui plein de était versions, hein. C'est déjà le un duel. classique de Rainer Knizia qui a eu droit à plusieurs versions. Et je me rappelle d'un truc comme ça qui était pas bien du tout d'ailleurs, hein, de mémoire. Et je sais pas si c'est une réédition de ce jeu qui a déjà eu droit à quelque chose qui est un peu différent. Il y a eu la version à plusieurs qui a existé également et qui a gagné le Spiel d'ailleurs, si je me trompe pas, lors de sa sortie. Comment ça s'appelait le Lost Cities à plusieurs? Il y a Keltis, ouais, c'est ça. oui! Merci sur le chat. Keltis. Oui, mais Ouais. c'est Keltis, c'est pas bon bref, moi ça me perturbe. Donc Magical, c'est alors, oui, il y a des moments ça s'enlise parce qu'il peut y avoir des boucles interminables, parce que les lancers de dés, parce que les effets de personnages et cetera, on sait. Au-delà de ça, graphiquement, c'est incroyable, mécaniquement, c'est tout simple et c'est si con, c'est si bien parce que c'est si con et moi, j'ai vécu des parties, j'ai vraiment vécu 1 ou 2 parties d'anthologie où on rigolait comme des baleines autour de la table parce que voilà, vous allez choisir des coureurs, qui sont tout aussi farfelus que divers et vous allez former votre équipe et vous allez à chaque manche choisir le coureur qui va courir durant cette manche. C'est presque un jeu de loi amélioré, c'est pas loin de ça. Mais sauf que tous les effets sont assez hilarants. Par exemple, la banane, quand vous dépassez le personnage de la banane, bien sûr, vous glissez, donc vous tombez, et ça va être que ça. Tous les personnages vont avoir des effets qui se contrent les uns les autres, et donc ça peut créer des moments assez comiques. Donc ça va arriver chez Yellow, je suis contente. Cette année, on aura 2 jeux qui se ressemblent, hein, un peu, Magical Asleep et non pas Magical Asleep. Et Outstrek qui arrive aussi chez Gigamic et qui est aussi une course un peu farfelue que tu avais joué. Je crois que tu préfères Outstrek, toi. Non, j'aime bien Magical Slit. Je l'aime bien, mais il est un peu long, je trouve. Il est pas très moderne sur la durée de la partie. Donc des fois, c'est facile de sortir le premier Outstreak parce qu'on va le sortir, on va y jouer en 25 minutes et puis on passe à autre chose derrière. C'est une farce et les deux sont des farces. Mais c'est bizarre, une farce d'1 heure. C'est un poil, voire plus. C'est un poil longué, je trouve. Et au bout d'un Ok. moment, on dit j'ai compris la blague. Les parties peuvent être très bien, variées hein. en temps. On peut passer de 5 minutes à une demi-heure sur la même manche, c'est vrai. Oui, mais il y a plusieurs manches, il n'y en a pas qu'une. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Je suis en train de regarder les différents j'adore. Lost Cities parce qu'on ne cite. Alors, celui que tu as fait en archéologie, c'est le classique, hein, c'est le Lost Cities de 1999. Mais il y a eu Ah oui. plusieurs versions qui sont sorties. Vous êtes attentif à ce qu'on raconte là-dessus. Et il y avait le Revolts également. Oui. Et voilà. Mais pourquoi le Cities C'est Duel difficile de voir. Mais je sais que moi j'ai des versions pas terribles. Ouais, c'est ça, c'est le Revolts, je pense qu'il doit être réédité en duel. Ou alors c'est celui de base où ils ont changé de format. On en saura davantage dans un je prochain pense qu'ils ont mis le épisode. duel pour que les gens comprennent que c'est un jeu à 2. Je vois pas d'autre Je sais pas, explication. parce que là, tu vois, les rivaux, c'est celui-ci qui était pas terrible. Oui, mais c'est Lost Cities Rivals. Ouais, Oui, donc maintenant ils mettent duel pour distinguer, mais Lost peut-être. C'est Cities peut-être juste était la un duel. version de base qui a une droit à une nouvelle version. On Je n'a suis pas été sûre. très très précis là-dessus, mais voilà. Voilà. Rien de plus à ajouter. Les yeux fermés, je n'ai aucune info sur ce nouveau jeu, à part que j'ai vu le visuel tourner sur internet. Ce visuel n'est pas définitif. Vraiment, je fais extrêmement bien mon travail. Mais ils viennent Ah bah, de. tu aurais pu nous refaire un autre visuel définitif quand même. C'est vrai. C'est un jeu d'Antonin Bocara, Julien Protière. Et Julien Protière, illustré par Tom Vergex. Ça sortira chez Blue Cocker. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que le nom donne un indice? Est-ce qu'on pourrait jouer un jeu sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que ça va être? Ah, Tu vois, moi, je pense qu'on doit fermer les yeux et faire en sorte de mettre le ouais, jeton pile sur le rond de la couleur contraire ou tu vois, quelque chose comme ça. je sais Tiens, pas. il y a Chalumélu dans le chat qui a joué Ah ouais? et qui dit c'est trop bon, je survalide. Bon, je me méfie parce que des fois Chalumélu, elle s'enthousiasme. Oh, bon, dis donc ça. Elle a le droit d'aimer les jeux. Enfin, qu'est-ce que c'est Oui, que ça? oui, Qu'est-ce oui, que c'est oui. que ce commentaire sur les gens? Ah, Pat Lesser qui dit c'est excellent. Lui, en général, il s'enthousiasme pas si facilement. Et Grunspace qui dit qu'il a bien aimé. Ah, donc il y a plein de gens qui ont joué à ce jeu. Donc, si vous Il a voulez joué à bien. Rennes la semaine passée. Oui, en fait, ils font le tour. En fait, ils font le tour des festivals et des bars à jeux. Ils font
Ah bah ça, déprouvent leur jeu, Motchelmel, elle voilà. fait le tour des bars à jeu. Ça, lançons des rumeurs sur Motchelmel. Mais donc, je vous en prie, si vous avez, une petite, c'est un Olni. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Est-ce qu'il faut mettre le jeton sur le rond? C'est pas bon, Quoi? non, bah, Ne rentre pas trop dans les détails, parce que là, pour ouais. l'instant, c'est flou comme truc. Bon. Eh bien, tu ne t'es pas enthousiasmé sur Pile Poil à tort, Chalumelu, j'ai trouvé ce jeu tout à fait correct. Bah non, bah, ils veulent pas nous dire, en quoi ça consiste. Ils veulent juste nous dire: «C'est bien, c'est un Olni, j'adore, mais dites-nous ce que c'est!» Là, en connaissant un, Pat Lesser, je pense, est en train d'écrire un bref résumé des règles. On y reviendra Nathalie Saunier peut-être. a dit que c'était top aussi. Bah, si Nathalie Saunier a dit que c'était top, alors ça doit être top. Mais surtout, c'est des auteurs qu'on connaît bien et qui ont tendance à faire Oui, des c'est ça qui fait jeux que surprenants. Donc, c'est pour ça, forcément, qu'on suivra avec intérêt ce jeu illustré par Tom Vuarchek. C'est aussi un gage de qualité. Blue Cocker, c'est encore un gage de qualité. Voilà pour ce jeu-là. Et évidemment, on vous en reparlera davantage quand on en saura davantage. Bah, voilà. Si jamais on en sait davantage dans une seconde, on vous en reparlera. Four Keys, un jeu de Romain Clément et Kevin Gauvin, illustré par Florian Belmonte. Florian Belmonte qui fait là, je pense, son 2e ou 3e jeu, puisqu'il a fait les Secrets de Warden Keane récemment en illustration. J'ai adoré ce qu'il a fait et c'est un ancien de Trick Track, donc à chaque fois je le salue. Va sortir chez Greux Games. Donc, nouveau jeu de chez Greux, le 8 mai 2026. Alors, c'est, j'aime bien comme souvent d'ailleurs chez Greux, j'aime beaucoup le packaging de leur jeu, leur mise en page et la façon dont ils mettent en beauté, j'ai envie de dire, les gameplays. On est sur quelque chose qui, moi, me fait un peu envie. On va récupérer des cartes de donjons et des cartes de clés. On va former devant nous un espèce de quadrillage pour essayer que les clés ouvrent les bonnes portes en agençant tout ça de bonne manière. Et on va avoir aussi alors le matos a l'air hyper quali, c'est des petits les jetons sont en bois, les cartes sont toutes dorées, il y a un tapis néoprène. C'est écrit, matériel luxueux égale plaisir de jeu. C'est marqué sur la boîte. Mais je suis d'accord avec ça, moi. Je le dis souvent. Je suis d'accord. Je trouve que la boîte est très belle. Je trouve que le matos a l'air très très beau. J'ai pas beaucoup plus d'infos pour l'instant sur le jeu en lui-même, mais visiblement on va placer notre aventurier, on va faire glisser des tuiles sur ce plateau de sélection, et puis ensuite jouer une carte, soit porte, soit clé, et la placer dans notre donjon, et on va essayer de combiner tout ça pour que les clés ouvrent les portes, faire du score en fin de partie. Ça me rend curieuse, ça a l'air assez singulier, c'est un jeu qui m'enthousiasme assez sur le papier. Voilà pour ce Four Keys. Donc, je vous mets les fiches. Là, j'ai pas le visuel sur la fiche, je rajouterai plus tard, mais je vous mets les fiches sur umdj.fr et vous pouvez voter pour ces jeux et nous indiquer. On regardera à la fin de l'émission ceux qui vous attirent le plus et auxquels vous avez le plus envie de jouer. Ah, finalement, on fait les votes. Ah bah oui, j'ai déjà dit au début de l'émission. Ah bon, d'accord. Mais tu m'écoutes plus. Non, je t'écoute plus. Oui, non, je t'ai dit de ne pas préparer les fiches, mais les votes, oui, on les fait. D'accord. Courtisan, l'extension de Courtisan, ça c'est pour une petite extension qui est prévue, dont on a parlé d'ailleurs. C'est juste une pochette, pardon, un booster. Et ben voilà, t'as tout dit. Je n'avais pas grand-chose de plus à dire. J'ai mis quelques extensions, mais il n'y en a qu'une cette semaine qui arrive vraiment en français, et c'est cette fameuse extension dans un booster. Tout est parfait, des nouvelles cartes pour jouer à Courtisan. On passe à l'étranger. Passons à l'étranger. Et là, il y a plein de choses. Je vais essayer d'être efficace. On est au Danemark avec Tembo. On avait déjà vu la couverture. Ouais, on avait déjà parlé de celui-ci. Mais on n'avait pas vu le matériel. Et on n'avait pas vu le gameplay. On savait rien de ce que c'était. C'est un jeu d'Asger Alexandrov Grenrud, Mats Flo, Dan Alstadt, Daniel Skjöld Pedersen. Illustré par Vincent Dutray. On avait reconnu le style. D'ailleurs, il y a un petit côté Yutan, je trouve, dans l'esprit de cette couverture. Je me demandais. C'est j'ai mis chez Sidekick Games, mais là aussi, la version que vous voyez, c'est chez OP Games que c'est distribué. Je n'augure rien de ce qui arrivera en français. Je pense que c'est un jeu qui arrivera en français. Le matériel est vraiment très très joli. Je trouve que ce qui se passe sur le plateau et sur la table, là, de ce qu'on voit, ça donne vraiment très envie de jouer.
Le jeu est coopératif, si je dis pas de bêtises, et en fait, vous allez essayer de faire traverser les éléphants, des troupeaux d'éléphants, d'un point A à un point B. Votre but, c'est qu'ils atteignent leur destination. Et est-ce qu'il y a plusieurs joueurs? Est-ce que c'est un jeu je vais quand même aller vérifier ce que je raconte. Hein. Ça peut être intéressant. La particularité du jeu, c'est qu'à votre tour, vous jouez soit une carte de paysage que vous posez. Oui, c'est coop, me dit-on dans le chat. Merci Armiquan. Et Armiquan qui nous dit aussi que c'est Lucky Duck qui fera la VF de Tembo. Merci pour l'info. En fait, je m'en doutais, mais j'étais pas sûre, donc je voulais pas le dire sans m'engager à l'aveugle. Donc dans ce jeu, soit vous allez poser une carte et il est jouable sur BGA si vous voulez l'essayer, soit vous allez poser une carte pour agrandir le paysage, mais surtout créer des chemins de certaines façons, des emplacements d'éléphants, soit vous allez faire avancer les éléphants sur ces emplacements d'éléphants qui deviennent disponibles sur la carte. Petite contrainte, quand vous jouez une carte paysage, vous devez la jouer dans le sens dans lequel vous l'avez placée, et pareil pour les éléphants. Vous aurez un sens précis dans lequel vous pourrez ordonner les éléphants pour pouvoir les placer. Ça se comprendrait très bien sur BGA parce que justement c'est un peu assisté comme système, donc vous n'aurez pas de problème à comprendre comment ça marche. Par exemple, là sur la carte qui est posée à l'écran, on a de nouveaux emplacements parce que la carte est posée, mais on aurait pu jouer cette carte pour déplacer les éléphants. À ce moment-là, on en aurait déplacé 2, je pense, et il faudra les placer selon un certain motif qui est le motif selon lequel ils sont figurés. Voilà. Et le but, c'est d'atteindre l'autre côté du plateau. Bien sûr, il va y avoir des embûches, des terrains plus difficiles que d'autres à traverser, etc. etc. Ça donne envie, hein, le bateau, c'est sympa. Ouais. Moi, j'ai envie de jouer à ça. Ah ouais, je trouve que... Alors, c'est coop, hein, mais... Oui. Oui. Non, mais oui, non, on fait des jeux coop. Mais ce genre de jeu coop peut fonctionner. Enfin, pour moi, ça peut aller. C'est très. J'ai envie de dire, c'est presque un puzzle game à plusieurs, en fait. Hein. C'est comment faire pour résoudre ce puzzle ensemble. Et je trouve que ça a l'air plutôt pas mal. Le jeu suivant, on part cette fois-ci en Italie. Contrairement à ce que la couverture. Ça m'a l'air très, très l'Italie. C'est très, très Naples, italien. Hein. On est à Naples, là. Ouais, on est à Naples, tout à fait. Todaiji, on n'en sait pas encore beaucoup sur ce jeu, à part que c'est un jeu de Michel Condam, illustré par Paola Simonetti. On est en 710. L'empereur Shomu ordonne la construction du Todaiji à Nara. Nara, c'est une ville au Japon. Donc, on est au Japon. Et c'est un projet colossal qui a une très, très grande importance. Et donc, on est sur un jeu économique, semi-coopératif, avec des contrats, du marché. Et le but, ça va être, grâce à l'économie du jeu, parce qu'on est dans une crise économique sans précédent, de récupérer des matériaux, des ressources nécessaires, de maîtriser les dépenses et de faire face à la pression pour réussir à construire ce palais face aux clans rivaux. On est sur du jeu vraiment Eurogame italien. On en saura plus sûrement bientôt. C'est chez Gyokix. Jeu suivant, je l'ai vraiment choisi parce que j'adore sortir ce genre de jeu de temps en temps, parce que je me dis, ça, il va adorer. Ah. On est en Corée du Sud. Ah, je vais adorer. Et puis avec un chat, tu me connais par cœur. Mais bien sûr. Non, mais tu vas voir, regarde bien. Ah, bon, d'accord. Ça s'appelle Blancat. Ça s'appelle Blancat. C'est un jeu de Nutguli, illustré par Luna Vargas. Je te dis à quel moment tu m'as, hein, parce que pour regarde la vidéo. Ouais, je regarde. Ouais. Voilà, la première photo. Ouais. Tu vois, c'est des bandes de tissu accrochées à une carte centrale. Et en fait, tu vas avoir une carte qui te dit comment ton motif doit être à la fin de la manche. Et tu dois être le plus rapide à tisser. Tu le vois sur la photo précédente. Ah oui, d'accord. Observation, rapidité, tout ça. Ouais. C'est pas du tout un jeu pour moi à la base, mais effectivement, j'ai envie d'essayer. Et oui, en fait, on a envie de manipuler le truc. Après, il y a un risque de « Oh, c'était rigolo. Allez, on le range définitivement. » Tout à fait. On est d'accord. C'est des one-shot. C'est des jeux one-shot, en fait. Mais là, je trouve que l'idée, voilà, ça fait partie des
des choses qui nous viennent de Corée, du Japon, où ils s'amusent à faire des matériels assez, des jeux assez tactiles, des jeux qui sortent de l'ordinaire avec des thèmes toujours un petit peu what the fuck, comme on dit. Ouais. Tu me prends pour quelqu'un de superficiel. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et t'as pas montré l'image où on voit la carte qui est tissée. Alors, on va regarder la carte tissée. Parce que Waouh! Ah ouais! Bah ouais! Ouais, ça c'est du jeu de société. Ça, c'est du jeu de société. Qu'est-ce qu'on est devenu, franchement, Pénélope? T'as vu, avant on parlait de gros jeux, on réfléchissait, on se disait cette partie de Twilight Imperium, c'était fou, cette partie de 10 heures qu'on a faite hier. Ouais. Et puis là aujourd'hui, c'est tiens, on ferait pas un jeu de 2 minutes où on tisse des trucs? Ouais, c'est ça que je veux jouer. Ouais. Non, bah tu sais, on est devenu surmené. Moi, je pense qu'il y a que ça. Et qu'il faut qu'on repose nos cerveaux. Non, mais c'est rigolo. Puis alors ça, en vidéo, ça doit être très très marrant à faire. Je veux faire une vidéo là-dessus. Je veux pas forcément y jouer en dehors des caméras, mais devant les caméras, qu'est-ce que ça doit être rigolo. Il y a Rachou qui nous dit qu'elle y a joué avec Mathieu Lanvin. Ah ouais. Rachou, elle a joué à tout. Ben oui. Et on finit tous avec des tresses. Je veux voir cette vidéo. je sais pas quoi. Ah oui. Ben, oui. Ah, ça va être difficile de te faire des tresses à toi. Faut te rajouter une perruque. Oh, bah, alors franchement. Ça sera pas la première fois. Ouais. Au chalet, on finit souvent avec des perruques. On a remarqué. Même moi, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? T'as déjà eu des perruques au chalet? Bah, j'ai eu plus que des perruques au chalet. Je me rappelle de cette soirée. Je sais pas si c'est le lieu pour en parler, mais c'est vrai, ouais. Plus que des perruques. On va aux États-Unis pour le prochain jeu de Stan Kordonski, illustré par Enoch Driscoll et Majo Gebreselassie. Il s'est édité chez Half a Kingdom Games. Ça sortira en 2026. Ça s'appelle Payback Club. Alors, les jeux de Stan Kordonski, dernièrement, ils m'ont pas réjoui, mais pourtant, c'est un auteur que j'adore à la base, donc j'ai envie d'y croire à chaque fois, j'ai envie de le soutenir. C'est auteur de Lock Up, mais pas que, d'autres très bons jeux, notamment aussi ce jeu qui se passe dans la neige et la préhistoire. Et là, je ne le trouverai pas. Paléo? Paléo? Non, pas Paléo, l'autre. Endless neige, Winter. Endless Winter. Ah oui. Voilà. Et donc, Payback Club, c'est un jeu dans lequel on est dans une ville, je cherche le nom, on est à New Odessa, bien sûr, une ville jadis sûre et prospère, mais maintenant la mafia, le gang de New Odessa impose sa loi dans la ville, son emprise sur chaque quartier, sur chaque ruelle, voilà. Et c'est le règne de la violence. Vous allez jouer, chaque joueur va jouer un héros du quotidien, quelqu'un qui a des raisons de rendre justice et de se venger de cette organisation du crime organisé. Et on va explorer donc la carte, on va choisir des missions allant de, ça va être par exemple l'attaque du repère de mafieux, protéger des citoyens, et ça repose sur un système. Et moi j'aime bien de sélection d'actions et de cartes à usage multiples. Et gestion de ressources. Moi il y a 3 mots que j'aime bien: sélection d'actions, carte à usage multiples et gestion de ressources. Bon, à chaque fois qu'il sort un jeu, je regarde. À chaque fois, je me dis, allez, celui-là, il sera bien. Et c'est pas toujours vrai. Mais il a fait Dice Hospital, qui est un jeu que j'adore vraiment beaucoup, et Lock Up. Et du coup, bah, je réessaye. Mais cette année, il a fait Nova Roma, Minos, Résurgence, qui sont pas aussi bien. Il a en cours en ce moment un reprint de Rurik, que j'avais joué, qui était correct, mais qui va avoir son reprint en version plus. Voilà, Payback Club, ça sortira en 2026. Et ça fait quand même un peu envie. Un petit peu plus peut-être que le jeu de Blanc-Cat avec les chats et la couverture. Peut-être. Je viens de faire n'importe quoi sur mes fiches. C'est pour ça que j'étais silencieux. Je supprime ce jeu. Ouais. C'est pour ça que je faisais de l'habillage. On continue avec Lion Dancer. On sait très vite quand l'autre est en train de faire quelque chose. Je t'entendais, mais j'ai lancé un vote sur un jeu qui n'est pas là, il faut que je l'enlève. Voilà. Le jeu suivant, américain aussi, Lion Dancers, là encore un jeu américain, bien sûr, pas sous la couverture, hein, est un jeu de Pauline Kong et Mary Wong, illustré par Keiten Tse. Ça sera édité chez Hot Banana Game. Le financement participatif, en réalité, est en cours. Ça viendra, on verra, ça sera livré en 2027. Là, vraiment, c'est du jeu, comment dire, on est dans surtout
peut-être c'est pas comme ça qu'il faudrait que je le présente, mais j'ai l'impression que c'est surtout du beau jeu, c'est-à-dire couverture On incroyable. dirait un commentaire de foot. Ah, ça c'est du beau jeu. Ouais, voilà, c'est du beau jeu. Non, mais surtout un matériel. Je sais pas si tu as vu les petites salades brillantes qui sont sur le haut des cubes. On les voit Ouais. là, ouais. Ouais, c'est des petites salades. C'est la fête ça prend place durant les fêtes du Nouvel An chinois, je crois. Est-ce que c'est le Nouvel An chinois? Mais c'est Nouvel An lunaire. Oui, c'est ça. Et c'est la célébration, etc., etc. Et on va chacun avoir un lion dancer, donc un lion en fait danseur, qu'on va faire circuler sur ce plateau central pour collecter des jetons et faire des collections derrière notre paravent. Le jeu est très simple, on va jouer une carte action de façon simultanée tous les joueurs, on va la révéler, on va appliquer ce qui est dessus. Petit effet à la Far Away, c'est celui qui a mis le chiffre le plus élevé ou le plus bas, je ne sais plus, mais je crois que c'est le plus élevé qui va jouer en premier. C'est le genre de jeu où c'est très important d'être premier et qui va faire bouger son lion sur les piliers. En fait, il saute de pilier en pilier sur le plateau tout en récupérant des ressources. Le but étant de choper l'incroyable salade qui est en haut du pilier central. La Lucky Lettuce, la salade de la chance. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Ah, ça a l'air super. Non. Eh oh, je fais ce que je peux, d'accord? Oui, non, mais la salade de la chance, elle m'a eu. Sur quoi ça a l'air intéressant, mais les illus font très IA. Alors pas du tout, hein, sur Payback, c'est pas du tout de l'IA. Faut faire attention, hein, des fois on dirait, puis c'en est pas. Je regarde pas. Et des fois on dirait pas et c'en est. Donc, ouais. J'essaye de passer au détecteur pour voir, mais ne vous fiez pas aux apparences toujours. Et puis des fois, ça se voit très fort. C'est surtout là que ça se voit. Mais moi, là, je me méfie des détecteurs parce qu'une fois, j'ai passé un de mes dessins, il y avait 0 IA, c'est moi qui l'avais fait. Et il me l'a détecté 90% d'IA. Oui, bah oui, c'est pas fiable. C'est pour ça qu'on peut pas se reposer à 100% dessus. Mais donc, Glimmer Deep, le jeu suivant, on est toujours aux États-Unis, est un jeu de David Smith, illustré par Johanna Ruprecht, et ça sera édité chez Winsmith Games. Ça sera surtout en financement participatif bientôt sur Kickstarter. C'est du c'est pas du roll and write, hein. Je crois pas que ce soit du roll and write, je crois que c'est vraiment d'un coup j'ai un doute parce que je dis que c'en est pas, mais si ça se trouve c'en est. Alors du write, oui, visiblement, du roll, je vois pas de dé. Du write, ça c'est sûr. Donc on est à la tête d'une faction d'animaux qui vivent sous terre, qui prospèrent sous terre, et on a découvert un nouveau lieu pour prospérer et puis installer notre nouveau foyer, et on va étendre notre civilisation sous terre. Donc on va exploiter les ressources de la terre pour creuser des tunnels, collecter des ressources, etc., etc. Et en fait, je crois bien que c'est plutôt on retourne une carte sur laquelle il y a un motif qu'on va pouvoir dessiner sur avec des patterns. Qu'on va pouvoir dessiner sur son plateau afin de récolter des ressources. Ces ressources, on va les utiliser pour construire des bâtiments et donc faire développer notre petit village civilisation sous terre, et ces bâtiments vont nous permettre de générer des points, etc., etc., etc. Sur le papier, ça a l'air pas mal. C'est un système pas forcément innovant, mais graphiquement aussi, c'est chouette. Je vois qu'il y en a qui adorent la DA dans le chat, donc c'est vrai que ça parle, ce genre de visuel. Ouais, il est sympa, je trouve. Bon, il y a des animaux, hein, mais j'aime bien. C'est haine des animaux. Bah non, mais c'est pas les animaux, j'aime bien, mais les trucs anthropomorphiques, ça. Moi, c'est les humains. Je veux plus qu'on fasse des jeux avec des humains. Je supporte plus ça. Tiens, regarde. Après, on a encore un truc anthropomorphique. Pebbles. Bah ouais, mais bon. On est aux États-Unis. C'est trop large, là. Le thème, je veux plus des animaux, pour moi, là, c'est trop. Ça va trop loin. Mais je comprends. On a évidemment c'est trop rose, peut-être. Alors, c'est un jeu de Isaac Vega, illustré par Alyssa Menold, qui sera édité chez Rose Gauntlet Entertainment. C'est un jeu dans lequel... En fait, c'est un jeu de pli. Tout bêtement, un jeu de pli avec des règles assez simples de jeu de pli, hein, sauf qu'on va décider, à chaque tour il y a un twist, on décide quel est l'atout, le joueur qui lance le pli dit quelle est la couleur d'atout pour la manche. Et là où le jeu est original, c'est qu'en fait la carte qu'on a jouée va aussi avoir des actions sur un petit plateau qui est à côté, dans lequel on va
avoir un petit jeu de contrôle de territoire. En fait, c'est vraiment un jeu de pli qui dirige un autre petit jeu de contrôle de... C'est Arx, mais pour enfants, quoi. Ah, Non, j'exagère, mais c'est ce genre de jeu qui mélange jeu de pli et autre chose. Et j'aime bien le matériel. Voilà, j'aime bien la gueule du jeu. Ce genre de jeu arrive souvent chez nous parce qu'on est oui, charmé c'est par facile à le. éditer, oui, bien sûr. Ouais, voilà. C'est ce que je me dis aussi. À voir si c'est le cas. Et alors là, on va arriver sur ma meilleure nouvelle Ah, Voilà, il en fallait une. Je suis hyper contente parce que tout le monde le sait, je ne suis pas une hyper grande fan de jeux de pli. Même si hier j'ai joué à Origin Story et j'ai trouvé ça génial. ah ouais? Vraiment. Ah ouais, j'ai trouvé ça génial, j'adore. Ah, j'ai pas trop accroché, moi. Ah, moi j'adore. Mais je crois que ça plaît aux gens qui n'aiment pas les jeux de pli. Ouais, parce que Donc, c'est très très difficile à maîtriser, Origin Story. Il y a tout ce qui change à chaque tour. oui, sauf que c'est pas des règles. En fait, ça ralentit pas le tempo puisque c'est tes règles à toi qui changent et pas les règles du jeu comme dans Rebel Princess ou des choses comme ça. Oui, mais comme je maîtrise rien, c'est Ouais. ça rentre un peu en compte. Non, Mais- ouais, moi, j'ai pas eu l'impression de pas maîtriser. J'ai eu l'impression de faire des super combos et d'être hyper forte. Et j'ai gagné. Donc, dans American, avant de jouer à Origin Story, mais peut-être même après, j'ai un jeu de pli que j'aime, que je trouve, pour moi, je pense que c'est mon jeu de pli favori. J'y ai joué sur la version d'origine, c'est American Bookshop. Et American Bookshop vient d'annoncer une version très joliment illustrée chez Devir. Et en général, quand un jeu est fait chez Devir, on a des chances de le voir arriver chez nous. Et donc, je suis hyper contente parce que c'est vraiment ouais, c'est un super jeu de pli très très pur, absolument pas surchargé. C'est un jeu de pli de Taiki Shinzawa, illustré par cette fois-ci Javier Incolem et qui sera localisé donc chez Devir. J'espère en France. Ceci est un appel à éditeurs. Et en fait, c'est un jeu dans lequel vous allez vous allez lancer un pli. Donc le jeu est classique, hein, vous demandez une couleur, etc. Mais si par hasard vous dépassez, alors c'est en fonction du nombre de joueurs, c'est un certain nombre autour de la table, vous pouvez déclencher la fin du pli de façon prématurée et gagner le pli aussi ou inversement. C'est un système qui est très très, en fait, qui est tout simple mais qui change complètement le ressenti. Alors, je suis pas très bonne pour pitcher les jeux de pli, pour pitcher les jeux en général, d'ailleurs, quand on les a pas joués depuis longtemps. Mais en fait, voilà, vous allez, en gros, il n'y a pas d'atout. La carte la plus forte remporte le pli. Cependant, si la somme des cartes jouées dépasse un certain seuil, le pli s'arrête immédiatement et le joueur ayant joué la dernière carte remporte le pli. Et en fait, après, il va y avoir un système un peu de collection de cartes. Et on essaye d'avoir certaines cartes pour faire des points. C'est tout simple, c'est super. Et la nouvelle illustration, j'espère que chaque carte représentera un livre. C'est mon espoir secret. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était American Bookshop. Si vous aimez les petits jeux de pli hyper efficaces, surveillez celui-là, c'est vraiment excellent. Valout, qui est dans le chat, qui est une fan de jeux de pli, je te recommande de te pencher là-dessus. Et je vais terminer. Alors, non, je vais pas terminer, hein, en fait. Enfin, si. Je vais terminer. Enfin, j'en ai encore deux. Prague Unseen, qui a été annoncé il y a quelques temps, j'en avais pas parlé parce qu'il n'y avait pas d'image. On a eu des images. C'est un jeu de Jindřich Pavlacek, Michael Pachel, Piotr Wojciech. Oui. C'est dur. Illustré par Jindřich Pavlacek. C'est un jeu de placement d'ouvriers Eurogame qui va nous permettre de construire nos propres espaces d'action et de participer à des mini-jeux sur le plateau. On a enfin une image du plateau final. On est à Prague au 19e siècle et c'est une espèce de réalité alternative, enfin pas une réalité alternative, mais en gros les créatures fantastiques arpentaient librement les rues au 19e siècle. Donc on va rencontrer des golems, des cornus, des robots, etc., etc. Et il faut reconstruire le centre-ville inondé de Prague et façonner son destin. Et donc, on est vraiment dans du jeu Eurogame avec du placement d'ouvriers, avec de la majorité, etc., etc. On en reparlera certainement, puisque ça fait partie des jeux experts qui sont un petit peu attendus. Experts, oui, c'est 14 ans et plus, donc oui.
Et on a une dernière annonce qui est sans doute la plus grosse annonce mais on a à peine d'infos. Donc je l'ai mis rapidement. Mais Ouais. Capstone Games, qui est la maison d'édition, je le Oui. rappelle, de Ark Nova et Terra Mystica. On n'est pas sur des et Non. Orléans et Maracaibo et Non, Projet non. Terra Gaia et Mystica, c'est Feuerland. oui, t'es sûr? Oui, ouais, Capstone Game, ils font pas mal de jeux, ils font pas mal de localisations Ah oui, t'as raison. côté États-Unis, mais de plein de jeux qu'on connaît chez plein d'autres éditeurs. Bon, alors je me suis gourée, pardon, c'est la fatigue du matin. Capstone Game est une maison des enfin pardon, oui, et c'est ils viennent d'annoncer en gros leur nouveau jeu, Viridia, qui est un jeu de Yuval Greenspun, qui sera illustré par Titi Luat-Dong. Et on va en fait construire la ville du futur pour qu'elle passe d'une petite ville à une grande métropole. On va utiliser des cartes politiques pour générer des ressources, planifier la croissance urbaine. On va construire bien sûr des infrastructures et attirer un maximum d'habitants. J'ai un peu envie de dire c'est SimCity, le jeu SimCity 2000, le jeu de société. À chaque tour, on va piocher et prioriser et appliquer des cartes effectivement politiques. Et donc c'est un jeu d'urbanisme en gros avec des mécaniques qu'on connaît bien, mais là, ce qu'on veut, c'est mettre la main sur le jeu précisément pour savoir comment il va fonctionner dans les détails. Pour l'instant, que nous n'avons pas vraiment, puisque ça vient juste d'être annoncé là, hier soir. Donc, alors je vois que Tisser il dit ah oui, celui-là me sauce sacrément. Peut-être c'était pas hier soir, du coup. Moi, je n'en avais pas entendu parler de celui-ci, donc bon, voilà, on surveillera. Et puis, comme beaucoup de jeux dont on parle, parfois, c'est la première fois qu'on en entend parler, nous, de notre côté en tout cas. Et puis, on regardera et on en reparlera si on voit d'autres visuels et d'autres choses qui font monter notre hype. Ouais. Celui-là, je fais partie de ceux que j'attends, enfin, qui Avec vont impatience. ça va faire l'actu. Oui. Alors, est-ce qu'on fait la minute culturelle? Oui, bien sûr. On a un petit peu le temps encore de faire. On a On la n'a pas le minute temps, en vrai, culturelle. mais on va le temps. On n'a jamais le temps, mais le problème, c'est ces dernières semaines, j'ai plus de mal à reposter les vidéos directement derrière parce que ça prend un petit peu du temps. Celle-ci ne sera pas repostée tout de suite, je vous le dis aussi. Je crois que la semaine dernière, je l'ai posté le lendemain, il me semble. Hein. Ouais. Et, j'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Et reposter des vidéos, ça demande de travailler un petit peu quand même. La vignette, la vidéo, il y a 2-3 trucs à bouger parfois. J'essaye de le faire vite, mais ça ne sera pas avant ce soir. Pour ceux qui... Mais si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, vous vous en fichez pas mal parce que soit vous la regardez en replay, soit vous êtes en live et vous l'avez déjà vu. On passe à la minute culturelle et on reviendra sur vos votes juste après, sur les jeux que vous avez mis en avant sur l'application umdj.fr. Petite minute culturelle, tu veux nous parler de bande dessinée, tu nous as dit. Mais ouais, c'est des risques à prendre avec toi de parler de bande dessinée. Tu les connais pas? Non. Oh, je suis trop contente. Bah non, mais comme ça, je te les fais découvrir. Il faut que tu le lises. Je saurais quoi offrir à bon, Noël est passé, mais il y a peut-être pour Noël de d'autres l'année choses. dernière. Oui, je connais bien l'auteur, Lupano. Voilà, Lupano, qui est l'auteur des, je crois, Vieux Fourneaux. Oui, notamment. Que je n'ai pas lu personnellement. Je suis pas ultra attirée par les dessins des Vieux Fourneaux. Ça compte, bien sûr. Ouais, et du coup, j'étais pas ambiancée. Par contre, j'aime bien le style de cet illustrateur qui s'appelle Cheminot, et ils ont fait 2 bandes dessinées ensemble. Le Maître des Caraïbes est sorti l'année dernière, 2025, mais la première BD qu'ils avaient fait ensemble, c'est la Bibliomule de Cordoue, et j'ai lu les 2 là dans la foulée parce qu'ils m'ont été offerts par Rebentis, que je remercie, qui, je le rappelle, travaille est un peu comme dans le domaine de la bibliothèque, on va dire ça comme ça. Ouais. Et elle connaît bien tu vois, j'aurais pas été forcément les graphismes. Voilà, ça m'attire un peu moins, moi, mais du coup, je t'écoute. Moi, ça va. J'aime. C'est pas mon type de dessin préféré, mais je trouve que c'est quand même vivant, qu'il se passe plein de trucs, qu'il y a des couleurs, que moi j'aime bien quand c'est assez actif, les visuels de bande dessinée. La Bibliomule de Cordoue, qui était le premier qu'ils avaient fait ensemble, raconte un épisode
assez fou de l'histoire de Cordoue durant le califat, le début du califat d'Al-Mansour, où il a fait brûler tous les livres de la bibliothèque de Cordoue, et la bande dessinée en profite pour nous expliquer un petit peu l'impact que ça peut avoir, et aussi à la toute fin, ça nous met en évidence tous les moments où des grandes bibliothèques ont été brûlées pour des raisons souvent religieuses. Mais dans les bibliomules de Cordoue, on a un des bibliothécaires de cette bibliothèque qui décide de mettre tous les livres sur une mule. Alors c'est pas l'image que vous voyez à l'écran, c'est l'autre que je suis en train de raconter, mais il met tous les livres qu'il peut. Alors il en sauve une poignée par rapport aux milliers et milliers qui sont brûlés. Il les met sur une mule et il part, et il va essayer de sauver ces livres. Et bien sûr, on va suivre leurs aventures. C'est génialement dessiné, c'est très poétique, c'est hyper bien documenté. Il y a une partie historique dans ces deux bandes dessinées que j'adore, et beaucoup d'humour. C'est ce qui fait le lien entre les deux. Je dirais même encore plus d'humour dans le maître. Alors, la bibliomule de Cordoue, c'est devenu un petit peu un classique autour de moi. C'était pas la première fois qu'on me le citait pour me le recommander. Et le Maître des Caraïbes, qui vient de sortir, est plus court et plus délirant. On est dans quelque chose de plus complètement comique, mais toujours historique, puisque ça raconte le voyage d'un savant qui doit amener aux États-Unis depuis la France une invention qui va révolutionner l'histoire, puisqu'il s'agit du mètre, du kilo et du litre, qui permettent de les mesurer. Et comme il y a des pirates qui tombent sur son bateau, et on leur dit lui il est très précieux, et bien sûr ils l'arrêtent, ils se disent on va avoir des grandes richesses dans cette boîte. Ils se rendent compte qu'il y a juste un mètre à mesurer et rien d'autre qu'un cube qui pèse 1 kilo. Et donc, ils le gardent et ils en font une rançon. Et c'est la vie du savant sur cette île avec ses pirates, et tout est complètement idiot. Et encore une fois, thème historique, prétexte à la rigolade, bien dessiné, hyper rythmé. Moi, je me suis régalée, franchement, aussi bien l'un que l'autre. Ça faisait longtemps, mais vraiment longtemps, que j'avais pas lu avec autant de plaisir des BD, et que j'avais pas été emportée autant dans des univers. On va dire que la bibliomule de Cordoue est plus poétique, et que le Maître des Caraïbes, c'est plus rigolo, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, pour les conseils. Comment ? Ouais. Non, je vois qu'il y en a qui l'ont lu dans le chat. Oui, je vois. En fait, j'essaie de suivre tout ce qui sort, mais on fait des choix, on choisit, et des fois, parfois c'est au visuel, parce que c'est difficile d'avoir toutes les informations. Là, si tu veux suivre ce qui sort en bande dessinée au jour le jour, il vaut mieux avoir une bibliothèque juste à côté, ou une boutique, un libraire juste à côté. C'est pas si évident, en fait, d'arriver à suivre. Et donc, moi, je choisis. Mes dernières lectures n'étaient pas folles, donc je les ai même pas regardées en conseil, en minute culturelle. Ce qui n'est pas grave, je lis pas forcément pour faire des conseils, mais quand on a un gros coup de cœur, on le fait avec beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai pas de bande dessinée à vous conseiller. Moi, je t'avais dit sur ton chat que j'avais joué à Split Fiction en jeu vidéo. Si c'est mon conseil culturel, ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait un jeu vidéo. On a joué à ça avec Sylvain et c'était plutôt cool. On a passé une soirée tranquillement. Tu l'as fini en une soirée ? Non, du tout. Du coup, je sais pas quand on continue. On a avancé à 2 sur ce jeu vidéo qui se joue à écran splitté, comme son nom l'indique, et où chacun gère un personnage. Le thème est rigolo. Tu le connais un peu Oui, le thème était marrant. Je crois que c'est il y a une histoire justement d'écriture. L'un c'est la science-fiction, l'autre c'est avec ces 2 personnages féminins dans mon souvenir. Oui, c'est ça. Et qui ont l'une le fantasy et l'autre la science-fiction, c'est pas ça un peu Alors c'est pas très récent, je suis pas en train de vous faire un conseil d'un truc qui vient de sortir là tout de suite. Ouais, c'est le moment de la sortie. Oui, c'est ça, à peu près 1 an, je dirais. Et c'est un jeu dans lequel des personnages arrivent dans un établissement où on est censé leur aider à écrire des livres en capturant leurs rêves. Elle se rend compte que peut-être on essaie de leur voler toute leur capacité d'écriture. Donc ça, c'est un thème un peu prétexte. Pourquoi ? Parce que dès le début de l'histoire, fausse manip, maladresse, l'une des deux personnes tombe dans la bulle d'une autre et se retrouve à 2 dans la machine. Et donc l'écran se sépare et chaque joueur incarne l'une des personnages, mais elle parcourt leurs différents univers. Et c'est marrant parce que tu as à la fois, effectivement, comme tu l'as dit, l'univers de science-fiction, l'univers d'heroic fantasy
entre lesquels on partage, mais ça ouvre aussi le champ à des originalités. Il y a, à un moment, on tombe dans une histoire d'une des héroïnes qu'elle a écrite étant petite avec des cochons qui pètent. Ça n'a plus rien à voir avec le début, mais t'es là en train de jouer et à découvrir ce qui se passe tout autour de manière assez surprenante. Et on peut jouer à distance, nous dit Lily Ange. Mais après, oui. Ouais, ça faut avoir la même console, j'imagine. Oui. Et ce qui n'était pas le cas. Et le jeu. Oui, peut-être aussi. Bon, non, c'est le plaisir d'être l'un à côté de l'autre, c'est ça qui est marrant. Puis moi, je suis nul en jeux vidéo, donc il vaut mieux que Sylvain soit à côté et qui me file des coups de main en disant non, faut que tu fasses ça, je t'attends. C'est le studio qui avait fait It Takes Two. C'est ça. Et qui était un chef-d'œuvre. Moi, j'avais joué à It Takes Two, j'avais trouvé ça absolument génial. Alors, les critiques disent que Split Fiction, c'est un peu en dessous, mais ils disent que c'est quand court, même, surtout, ça a l'air d'être quand même sympa. Ouais, non, en fait, moi, j'ai passé un bon moment. Alors, je suis pas du tout expert de jeux vidéo, donc mes analyses et mon avis, quand on expert, ça veut rien dire. Hein, quand on vous partage le plaisir qu'on a eu, il n'y a pas besoin d'être expert. Mais par contre, pour comparer avec ce qui existe ailleurs, là, l'expertise est utile et j'ai pas les comparaisons. Je peux juste vous dire, j'ai passé un bon moment à jouer à ça avec Sylvain. Et c'est une excellente raison d'en parler. C'est quelqu'un dans le chat qui dit c'est plus gamer que It Takes Two. C'est effectivement, j'avais l'impression que visuellement c'était plus chargé, rapide et plus exigeant peut-être que écoute, je suis nul, vraiment complètement nul, et on n'a pas eu trop de mal. Tu vois, okay. les boss, des fois on recommence parce que heureusement que tu meurs quand tu tombes contre. Heureusement que tu meurs. non, mais que tu réussis pas du premier coup. Mais on a tout passé assez rapidement. Donc pour l'instant, après, je sais qu'à un moment on va tomber sur un truc que je saurais pas faire, mais. Voilà, c'était pour ce conseil. Est-ce qu'on a le résultat des votes du coup ? Fin. On va passer au résultat des votes du coup. Donc on se connecte sur UMDJ. Vous me dites que j'ai pas créé la fiche de Microlonide. Ça m'arrive en cours d'émission d'oublier de le faire, donc ce sera pour le replay seulement. Il n'est pas pris en compte par les votes là. Je vais la mettre juste après. Et donc je tape UMDJ. Est-ce que je peux trouver ça ? Comment ? Ah oui. Oui, parce que je suis pas sur mon navigateur habituel, donc là je suis sur un navigateur où je suis peut-être pas logué. mdj.fr. J'ai pas voté moi encore, donc tout sera invalidé. Ah, mais c'est tout changé ce site. Bah ouais. Oh là là. Non, mais on reconnaît plus. Hein. On reconnaît plus. Comment on vote ? Bah pareil, ça n'a pas beaucoup changé sur la façon de voter, mais par contre tu peux indiquer en plus si tu as joué au jeu, si tu peux le mettre dans tes favoris si jamais tu veux te souvenir à celui-ci, je veux pas que je l'oublie notamment. Et si tu le possèdes, tu peux nous indiquer également. Donc, tu vois, tu peux rajouter des petites informations supplémentaires qui sont très utiles. Et donc, sur les votes, parmi ceux qu'on vous a fait voter pour l'instant, c'est American Bookshop qui arrive en tête devant Movers and Checker, parce qu'on en a déjà parlé pas mal. Coming of Age. Vous avez communiqué mon envie. Magical Athlete, pardon de le dire en français. Et puis, en dernier, Glimmer Deep. Voilà pour les jeux que vous avez mis en avant sur cette sélection. Il nous reste un truc à faire, c'est le tirage au sort de la tombola. J'allais oublier, mais on est vendredi là aujourd'hui. Faut pas que j'oublie de faire ça, surtout qu'on vous fait gagner Archipel dans ce matin. Donc je vais essayer de me connecter puisque il a fallu que je change de fenêtre. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Non, je vote pendant ce temps pour gagner des patates, s'il y a toujours les patates. Oui, j'arrivais pas à me connecter au site ce matin sur Chrome. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de problème. Donc, je me suis connecté à Firefox, mais du coup, je suis pas logué sur Firefox. Il faut que je me reconnecte sur Chrome. J'arrive. Hein. Oh, il n'y a pas de souci. Rajouter une bannière pour dire qu'on l'a... Ah ouais. Il n'y a pas playback, payback. Oui, je ne l'ai pas trouvé sur PGG. Je ne sais pas où il est, ce jeu. Ah si, il est sur PGG. Ouais, c'est pas playback, c'est payback. C'est payback, oui. J'ai bien tapé le bon truc. J'ai tapé 12 fois, en fait. Et, c'était mon moment de latence où je n'arrivais pas à faire les choses. Et je ne sais pas. J'essaierai de le mettre après aussi. Vous avez eu des votes partiels, mais passionnants quand même. Et puis, vous pourrez compléter de toute façon. Donc, vous vous reconnecterez à un autre moment et je rajouterai ceux qui manquent. Vous pourrez rajouter les votes qui vous manquent. Ça vous fait gagner des patates et participer également à la tombola. Voilà, moi, il faut encore que j'améliore mon profil et ma patate. Ah, voilà, personnaliser donc, voilà, je vais me connecter sur la bonne fenêtre ici.
et on va faire le tirage au sort. Donc, comme chaque semaine, vous pouvez, en participant à nos votes, gagner des patates qui vous permettent d'acheter des tickets de tombola qui vous permettent de gagner des jeux qu'on vous met en avant. Et cette semaine, donc, le jeu qu'on met en avant, c'est Archipel, qui n'est pas encore sorti, qui va arriver, qui est très attendu par moi, en tout cas. C'est un jeu que j'ai bien aimé chez Tiki. C'est simple, mais c'est très agréable à jouer. On recharge, on va lancer les votes. On offre un ticket à tous nos abonnés sur l'appli UMDJ. Il y a Rachel qui demande que tu tires son ticket, s'il te plaît. Ouais, bah oui, parce que nous on l'a au chalet, mais elle l'a pas. Rachel, elle s'inscrit au tirage au sort. Les gens vont se dire que c'est truqué si jamais elle gagne. J'avoue que ça me gênerait un peu d'écrire le mail. Bah, tu vois, écrire le mail à Tiki en disant bonjour. C'est une blague. Je crois que c'est pas possible, Rachel. Ça serait bizarre de dire vous nous renvoyez une boîte au chalet, c'est pour Rachel. Il y a un truc qui serait bizarre quand même. C'est l'inconvénient de travailler pour un monde de jeux, c'est qu'on ne peut pas réclamer des jeux pour nous-mêmes. 933 tickets qui font partie de ce tirage au sort. Et attention, on va commencer par faire gagner 50 patates à l'une des personnes. C'est parti. Hop, le vainqueur des 50 patates, c'est All News 78, avec le ticket 75. Le vainqueur des 100 patates. Là, Rachel, tu peux gagner 100 patates, je suis d'accord. Ah bah oui. C'est Red Riding 22. Et enfin, le vainqueur, j'espère que c'est pas Rachel. Sinon, c'est moi qui te l'offre. Et je refais un tirage au sort pour... Attention. Le vainqueur du Archipel, c'est Tiziop 426, le ticket numéro 426, sponsorisé par Mathieu Despnous. Pas du tout sponsorisé, mais soutenu par Mathieu Despnous. Bravo à Tiziop qui gagne son exemplaire d'Archipel qui sera envoyé par Tiki Édition. Un grand merci à Tiki de nous avoir soutenus sur ce jeu. Ça y est, on arrive à la fin de cette émission. Pénélope. Ouais. T'as l'air triste. Je sens cette tristesse à la fin de chacune des émissions. Je viens de gratter un ticket sur le site d'un monde de jeu. Il se trouve que je viens d'avoir le ticket de Debo. Ah oui. C'est assez rigolo quand même. Il est chouette, hein, celui-là. Il est brillant de partout. Ouais, il est tout brillant, effectivement. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Semaine prochaine, on n'a pas d'invité au chalet, mais on parlera de plein de trucs, de jeux, de machins, de choses. Ça sera des matinales rigolotes, je pense, a priori. On parlera des jeux que vous pourrez voir à Cannes aussi. Ouais, exactement. On vous embrasse tous et on vous souhaite une bonne journée. Et un bon week-end. Aussi.